Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Après avoir évoqué le profil si particulier et si prometteur surtout d'Erling Haaland samedi, on s'intéresse aujourd'hui à une étoile moins lumineuse de la galaxie footballistique. Que se passe-t-il à Arsenal? Alors que cette saison devait être celle d'une progression tangible, et que le top 4 a rarement semblé aussi accessible, les Gunners continuent à décevoir. Où est le problème? Peut-on l'expliquer? Comment le résoudre? Alors avant tout, un bref mot sur l'ampleur des dégâts et à quelle situation est-ce qu'on fait face précisément. Pour aller vite, c'est pas glorieux. Seulement 4 victoires en 10 rencontres de Première Ligue contre Newcastle, Burnley, Aston Villa, Bournemouth. Un seul point pris sur les 2 derniers matchs, défaite à Sheffield et nul donc contre Crystal Palace. En Europa League, c'est mieux, 2 victoires plutôt convaincantes contre Francfort et le Standard Liège. Une troisième in extremis là contre les Portugais du Vitória, c'était la dernière, et en championnat c'est pas dramatique non plus. Arsenal est 5ème, à 4 points du top 4 et compte 3 longueurs d'avance sur United, 4 sur Tottenham, mais le truc c'est que, justement, vu la défaillance des rivaux, il y a une vraie sensation que c'est l'année ou jamais pour aller retrouver la Ligue des Champions, et puis surtout je pense qu'il y a une sensation que l'histoire se répète, qu'Arsenal finalement continue à stagner dans cette antichambre de l'élite anglaise, que le club se stabilise autour d'une position qui, ce qui est sûr, convient à aucun de ses supporters. D'ailleurs, ils ne se retiennent pas de l'exprimer, et c'est aussi ça qui rend, je pense, le climat Arsenal aussi particulier, aussi intéressant à étudier. C'est peut-être, là, je pense, la raison d'être de cette analyse, là, aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie escalade de la colère depuis quelques semaines. Il y a un ras-le-bol général qui a culminé, je pense, au moment de la sortie du capitaine Granit Xhaka face à Crystal Palace ce week-end, copieusement sifflé et rétorquant lui-même par plusieurs gestes d'humeur qui ont fait réagir, et notamment son entraîneur. C'était donc un peu la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, et si le classement, qui est encore pas trop défavorable pour l'instant à Arsenal, les préserve aujourd'hui d'une véritable crise, on sent quand même qu'on a là un patient sur lequel il faut garder un œil averti, et je dirais que les prochaines semaines pourraient être très dangereuses, voire fatales à Unai Emery. Alors le samedi qui arrive, réception des Wolves, celui d'après, déplacement à Leicester qui s'annonce ultra périlleux, et ce soir, 20h30 en Carabao Cup, il va falloir aller se frotter à Liverpool. Donc on a balayé un peu l'étendue de la situation, maintenant pourquoi est-ce qu'on en est là? Quels sont les problèmes clés qui affectent de manière majeure la performance de l'équipe? C'est pas évident de savoir par où commencer. Alors on pourrait sans doute mentionner d'abord une certaine fragilité mentale, qui est un concept un peu fourre-tout, qui est pas toujours ultra pertinent, mais en l'occurrence je pense que les supporters d'Arsenal verront ce dont quoi je parle. Alors à Watford, tu mènes 2-0 à la mi-temps, score final de 2. Contre Crystal Palace ce week-end, tu mènes 2-0 au bout de 10 minutes, score final de 2. Ça s'est passé dans l'autre sens parfois aussi, mais ce qui ressort de toutes ces prestations, c'est une vraie hétérogénéité d'une mi-temps à l'autre. C'est ultra inégal, et je sais pas si tu peux retrouver une performance aboutie de la première à la 90e minute, en tout cas en Première Ligue. Bon, c'est un mal, il faut le dire, qui remonte déjà aussi à la saison dernière, à la fin de laquelle les jugements au sujet d'Unai Emery étaient encore relativement suspendus. Après presque 3 décennies de règne Wenger, après tout, avec un effectif qui était fondamentalement déséquilibré, même carrément dégarni à certains postes, on voulait encore lui laisser du temps, on voulait lui laisser le bénéfice du doute, mais aujourd'hui, au cœur de la crise, je dirais que c'est une dynamique qui s'est carrément inversée. On entend de plus en plus de voix qui appellent à son retrait ou à son licenciement. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Personnellement, je dirais que je suis pas encore totalement convaincu, totalement tranché, mais je dirais aussi qu'il y a plusieurs éléments de sa gestion qui posent question. L'obstination à titulariser Xhaka, par exemple, dont il a fait le capitaine du club, malgré des performances au mieux irrégulières, au pire franchement en dessous de la moyenne. La mise aux oubliettes de Mesut Özil, qui a joué 71 minutes en Première Ligue cette saison et n'a pas été appelé dans le groupe depuis septembre. C'est là une situation pas évidente à gérer, parce que le rendement de Mesut Özil, comme on le sait, est très décevant depuis plusieurs saisons, et si ça peut permettre de pousser vers la sortie un joueur dont le salaire est estimé à 350 000 livres par semaine et qui a un contrat jusqu'en 2021, ça peut être une stratégie pertinente ou compréhensible. En revanche, ça aurait un peu plombé l'ambiance dans un vestiaire où il avait son groupe de soutien. Donc une gestion des individualités qui, pour l'instant, paye très peu, mais collectivement, c'est pas flamboyant non plus. On a beaucoup de mal à distinguer la fameuse
patte Arsenal. Alors certes, ça tente systématiquement de ressortir via du jeu court, via ces fameux 6 mètres joués court par Bernd Leno, mais c'est très laborieux, pas toujours couronné de succès, et on a finalement beaucoup de mal à trouver les attaquants autrement qu'en ayant recours à de longues passes. Alors offensivement, il y a un vrai décalage entre tes moyens productifs, la force de frappe que tu possèdes, et ta production effective, les prestations offensives qui sont désastreuses. Ça fait 3 matchs de Première Ligue consécutifs, qui étaient en plus contre Bournemouth, Sheffield et Crystal Palace, donc pas des mastodontes. Ça fait 3 matchs de Première Ligue consécutifs qu'Arsenal ne marque pas dans le jeu. Et t'as seulement 3 buts sur cette période, 2 de David Luiz, 1 de Socrates. Du coup, un coup d'œil aux stats avancées confirme à peu près toutes les inquiétudes, puisqu'Arsenal est seulement la 8e équipe d'Angleterre en matière d'expected goals, 11e sur les expected goals against, et après tout c'est logique, ils sont la 10e défense du championnat. Le classement corrigé en fonction des expected points, donc les voit chuter de la 5e à la 11e place. Une vraie dégringolade. Alors certes, l'effectif pourrait sans doute être un peu plus équilibré, on va dire que pour toute la promesse que représente un trio, Lacazette, Pepe, Aubameyang, la charnière centrale et la défense dans son ensemble semblent un peu dégarnies, mais à mon avis, il y a quand même la matière suffisante pour aller accrocher, tenter ta chance dans la course au top 4, si tu recalibres un peu ton 11. Derrière, donc, on garde Leno, mais on associe devant lui David Luiz à Rob Holding, qui avait montré tant de promesses en début de saison dernière. À gauche, Kolasinac a rarement convaincu, et Kieran Tierney, fraîchement arrivé du Celtic, mérite d'être installé, alors au moins le temps de faire ses preuves. Et puis enfin, il revient d'une longue blessure, et c'est jamais facile dans ces circonstances, mais celui qui est sans doute l'enfant du club, Hector Bellerin, doit être amené à retrouver son couloir. Alors en camp plus ensuite, exit Xhaka, place un double pivot Guendouzi-Lucas Torreira, qui manque certes de taille, peut-être d'impact, mais peut développer une vraie complémentarité avec ballon. Et puis devant, Ceballos n'a pas encore totalement trouvé son rythme de croisière. Cela dit, ce qu'on a vu pour l'instant laisse aussi entrevoir de vraies promesses. Et puis bien sûr, le trio habituel, pas nécessairement un grand fan d'Aubameyang sur l'aile, mais c'est un peu la situation dans laquelle tu t'es mis en prenant Pepe pour 80 millions d'euros. Donc c'est un 11 qui a franchement fière allure, alors qui pourrait souffrir un peu je pense sur les transitions défensives, peut-être même plus généralement sur la plupart des phases. Sans ballon, c'est pour ça que je préconiserais d'y installer en plus un jeu basé franchement sur la possession et aussi muni d'un vrai gros pressing à la perte, assez énergique. Il faut limiter au maximum l'exposition. Alors, si tu arrives à mettre en place ça, je pense que tu as largement le potentiel technique dans ce groupe et a fortiori dans ce 11 pour être le protagoniste majeur de peut-être 2 tiers de tes rencontres en Première Ligue, au moins. C'est ce qu'on attend d'Arsenal, qui a des impératifs en matière de résultats, qui a une cible, un objectif, retrouver la Ligue des Champions enfin, mais qui a aussi un impératif de manière, qui a un impératif de cohérence historique et qui a un ADN à retrouver. Et donc dans cette optique, il y a aussi des motifs d'espoir. Alors, de ce qu'on a vu pour l'instant, le très jeune Gabriel Martinelli a du potentiel pour être une bonne pioche de l'été. Matteo Guendouzi s'impose comme un vrai leader vocal et l'équipe en a un besoin vital. Le secteur offensif est fourni et si ça prend forme, ça pourrait faire mal. Enfin, et peut-être surtout sur cette saison, la crise que traverse Tottenham, United toujours pas au top, et Chelsea intéressant mais dont l'effectif fondamentalement limité, en tout cas quantitativement. Voilà, on va dire que tes rivaux traditionnels sont pas au top, toi au classement t'es pas distancé non plus, il y a la place pour mieux faire. Donc qu'est-ce qui va pas ? Une fragilité mentale qui dilapide des avances, et plus généralement l'équipe arrive pas à produire 90 minutes continues de bonne facture. L'énigme Xhaka, capitaine logiquement rejeté car titulaire sans briller. Le cas Özil, intrinsèquement difficile à gérer. Défensivement, t'es pas solide et on peut s'interroger sur la construction qui a été faite de l'effectif, mais l'animation offensive est décevante aussi. Et finalement, Arsenal n'a que très peu progressé depuis 1 an et demi. Alors quel levier Emery peut-il actionner donc avant de voir son destin s'assombrir ? Peut-être composer un 11 plus technique et plus joueur, peut-être aussi trouver de nouveaux relais au sein du vestiaire, de nouveaux leaders. En tout cas les amis, c'est la fin de cette courte analyse et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur Arsenal qui fait un peu partie de ces clubs de mon enfance dont la chute a été très rude sur cette dernière décennie, peut-être un peu dans la lignée de ce qui s'est produit à United, ce qui s'est produit au Milan AC, même si ils ont sans doute aussi été un poil moins haut que ces deux clubs.
à leur période de gloire sont sans doute descendus un poil moins bas aujourd'hui, même si les deux sont forcément très relatifs, mais voilà, on va dire qu'ils font partie de ces clubs de légende, clubs légendaires dont on sait pas trop d'où viendra la lumière. En tout cas, si ça vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment beaucoup. Si ce genre de contenu vous intéresse, que vous voulez pas rater la prochaine analyse, déjà vous pouvez me la suggérer dans les commentaires et vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à la chaîne, ça me fera très très plaisir. De notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite donc pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée, une très bonne fin de semaine, prenez soin de vous surtout, bisous.